Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. L'accord de Washington, un carrefour de coopération. Nicole Pachinian défend le traité sur Fox News. Sommet Trump-Poutine, la colère de l'Ukraine. Kiev refuse toute décision prise sans lui. Et enfin, la renaissance d'une icône, le destin tragique d'Elvina Makarian, la Piaf arménienne. L'Arménie au cœur de la diplomatie internationale. Le Premier ministre Nicole Pachinian a récemment accordé une interview exclusive à la chaîne américaine Fox News. Au menu des discussions, le tout dernier accord de paix paraphé à Washington. Pachinian le qualifie de document clé, insistant sur les bénéfices significatifs qu'il va apporter à tous les pays de la région, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale pour la stabilité et la sécurité. Il a même déclaré, et je cite, « Nous avons un projet que nous appelons le carrefour de la paix et cet accord peut véritablement devenir un carrefour de coopération. » Et c'est précisément notre objectif. It depends from the point of view. Nous avons signé l'accord de paix avec l'Azerbaïdjan au bon moment. C'est une étape importante, non seulement pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi pour toute la région. Dans ce processus, tout le monde est gagnant. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran. Et je tiens à souligner qu'il n'y a eu aucune réaction négative, ni de la Russie, ni de l'Iran. Cela signifie que la paix est aujourd'hui dans l'intérêt de nous tous. Un accord pour la paix ou le prix d'une défaite. À Washington, l'encre du document paraphé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est à pain sèche. Mais à Yerevan, le débat fait déjà rage et divise profondément le pays. D'un côté, le gouvernement qui voit une opportunité historique, la promesse d'une prospérité économique retrouvée grâce au déblocage des communications. De l'autre, des voix critiques comme celle de juristes qui dénoncent un texte asymétrique, silencieux sur le sort des 120 000 Arméniens déplacés et dépourvus, selon eux, de toute garantie juridique solide face à l'histoire et aux médiations américaines qui souvent se sont révélées vaines, alors que les détails, notamment sur les futures routes, restent flous. Les évaluations sont contradictoires et empreintes d'un mélange d'espoir et d'attentisme. Ce traité est-il un véritable tournant en piège politique? Annie Hovhannissian a confronté les points de vue d'un juriste et d'une députée de la majorité. Les États-Unis ont été les médiateurs de nombreux traités de paix au cours de l'histoire. Mais l'expérience a montré que les efforts américains pour un règlement pacifique des conflits ont presque toujours été vains. De la guerre russo-japonaise et la conférence de paix de Paris jusqu'aux accords de Dayton destinés à mettre fin à la guerre entre la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Croatie, en passant par le célèbre sommet de Camp David, puis de nouvelles négociations israélo-palestiniennes et les accords d'Oslo entre Israël et la Palestine, quelle garantie avons-nous que l'amère expérience de l'histoire ne se répétera pas dans notre cas? Et la quasi-totalité des États, d'une manière ou d'une autre, violent le droit international ou leurs obligations politiques internationales. Il n'existe aucune garantie. Le juriste Ara Gazarian voit de nombreux risques pour l'Arménie dans le document qui a été paraphé. Mais ceux qui connaissent le contexte de ce conflit comprennent qu'il s'agit d'un document asymétrique. Par exemple, il n'y a ici aucune mention des 120 000 Arméniens déplacés de force, alors qu'en Azerbaïdjan, il ne reste plus de personnes déplacées de force. Quant aux 300 000 dont parle Aliyev, c'est un chiffre qu'il a inventé. Le juriste rappelle que les parties s'engagent à s'entraider pour la recherche et la restitution des corps des victimes, mais que les autres problèmes sont éludés. Cela réglemente la recherche des dépouilles, mais ne règle pas les droits des survivants, ni ne fournit de mécanisme, même minimal, pour leur protection juridique. Et il n'y a ici qu'une seule phrase indiquant qu'après le retrait des plaintes interétatiques, les problèmes entre les États seront résolus autrement. C'est déjà étrange. Le document paraphé doit être suivi de la signature d'un document plus détaillé. Celui signé à la Maison-Blanche a un caractère beaucoup trop déclaratif et laisse une marge de manœuvre à l'Azerbaïdjan, estime le juriste. En général, l'expérience montre que là où l'Amérique est l'unique médiateur, eh bien les processus et mécanismes de protection juridique sont tout simplement absents de ces traités ou alors ils contiennent exclusivement une clause de subordination politique. La députée Asmik Akopian, du groupe parlementaire Contrat Civil, ne partage pas l'avis du juriste. Selon elle, le document paraphé a un caractère miroir et après le déblocage des communications, l'économie arménienne va prospérer. Nous avons parlé de tout
tous les points fondamentaux avant de parapher et même avant d'annoncer que le texte était prêt. Il n'y a donc rien de secret et tout le monde peut en témoigner. Personne ne pourra l'interpréter comme il le souhaite, car c'est écrit et ce sera ratifié. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Selon la députée, les questions humanitaires ont leur propre calendrier de résolution et le moment n'est pas encore venu. La paix sur le terrain est une condition favorable pour que ces questions humanitaires soient, elles aussi, abordées et résolues plus facilement. Mais suspendre la paix à de telles questions ne fait que retarder la solution de ces mêmes problèmes humanitaires. Différentes mesures seront prises pour normaliser les relations avec l'Azerbaïdjan, potentiellement d'ordre culturel ou sportif, estime la députée. Il faudra un certain temps. Il faudra, comme je l'ai dit, que les pays y trouvent un avantage mutuel, qu'ils commencent à avoir aussi certains intérêts commerciaux, n'est-ce pas? Et nous, pour l'instant, nous voulons ouvrir les communications pour les marchandises. Asmik Akopian observe que même les documents signés dans les meilleures conditions ne garantissent pas la paix. Il est nécessaire d'être guidé par des intérêts économiques communs. Ara Ghazarian, lui, en est convaincu. Ce traité est le prix de la défaite militaire, un prix que nous payons aujourd'hui. Annie Ovanessian, Reopen Media. L'agenda économique eurasiatique est chargé pour l'Arménie, alors que le vice-premier ministre Maher Grigoryan représente le pays au sommet du Conseil intergouvernemental qui se tient en ce moment même au Kirghizistan. Tous les regards se tournent déjà vers le 5 septembre. Ce jour-là, Yerevan sera l'hôte d'une conférence clé pour décrypter l'avenir des relations entre l'Arménie et l'Union économique et son impact sur le développement politique et économique du pays. Parler de la paix en Ukraine, mais sans les Ukrainiens, c'est le sommet de tous les dangers et de toutes les controverses qui se tiendra ce vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors que la Maison-Blanche parle d'une simple séance d'écoute à l'initiative de Moscou, à Kiev, c'est la colère et le sentiment de trahison qui dominent. Le président Zelensky qualifie déjà de morte toute décision qui serait prise sans lui. Alors, assistons à une manœuvre diplomatique audacieuse pour la paix ou à une mise à l'écart qui pourrait redessiner la carte de l'Europe au détriment de l'Ukraine. Jusqu'au 15 août, les préparatifs s'accélèrent à tous les niveaux et l'on sait que pendant que la logistique se met en place en Alaska, les canaux diplomatiques entre Washington et Moscou sont en ébullition pour finaliser les derniers détails de l'agenda des discussions entre Trump et Poutine. Un déploiement de sécurité exceptionnel en Alaska pourrait la rencontre très attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La rencontre se tiendra sur la base aérienne Elmendorf-Richardson où, selon l'agence TASS, les services de sécurité russes et le secret service américain travailleront en main dans la main. L'enjeu principal de ces négociations, rapporte de son côté CNN, sera la recherche d'une solution pacifique à long terme pour la crise ukrainienne. Donald Trump souffle le chaud et le froid à quelques jours de son sommet crucial avec Vladimir Poutine. D'un côté, lors d'une conférence en ligne, il a promis aux dirigeants européens et au président Zelensky de ne pas aborder les questions territoriales de l'Ukraine lors de sa rencontre en Alaska. Mais de l'autre, cette assurance est en contradiction totale avec ses déclarations précédentes, où il affirmait qu'un accord de paix impliquerait un échange de territoire et que Kiev devait être prêt à signer quelque chose. Un double discours qui alimente le scepticisme. Selon NBC News, les dirigeants européens sont ressortis de l'entretien avec un Trump peu optimiste qui maintient tout de même la pression en menaçant Moscou de sanctions en l'absence de cessez-le-feu. À son tour, le président français Emmanuel Macron a pris la parole à l'issue de 2 réunions en visioconférence avec des dirigeants européens, dont le premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que, je cite, « J'échange avec Donald Trump a permis de déclarer ses intentions et pour nous d'exprimer nos attentes. C'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique et nous soutenons cette initiative.
Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump et donc elle augure d'une réunion à venir. Le troisième élément, c'est le lien qui doit continuer d'exister entre toute concession territoriale et les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine. Vous savez que c'est la position que nous défendons, sur laquelle nous nous sommes battus ces derniers mois, qui a donné lieu même à l'existence et à la planification de notre coalition des volontaires. Eh bien, le président Trump l'a exprimé clairement en ces termes. Il a dit même des choses qui, pour moi, sont très importantes. Le fait que l'OTAN ne doit pas faire partie de ces garanties de sécurité, et on sait que c'est un point fort, en particulier pour la partie russe, mais que les États-Unis et tous les alliés qui étaient prêts devraient en faire partie. Et c'est ce en quoi nous sommes engagés, et c'est une clarification pour moi très importante que nous avons eue aujourd'hui. C'est un rappel à l'ordre qui vient de Washington. Dans son rapport annuel 2024, le département d'État américain reconnaît que la loi arménienne protège bien les citoyens contre les détentions arbitraires. Mais il ajoute immédiatement un bémol de taille. Dans la pratique, ces règles ne seraient pas toujours respectées par les autorités. Le rapport met en lumière des cas d'arrestation qualifiés de punitifs et menés sans motif officiel, ainsi que des décisions judiciaires jugées imprévisibles. En clair, pour des faits similaires, les décisions des juges pourraient varier fortement. On l'appelait la Piaf arménienne, une voix comme une évidence capable de chanter la liberté du jazz dans une Arménie soviétique qui ne la comprenait pas toujours. Mais derrière la puissance de l'artiste, il y avait le fleutre de la femme, une vie marquée par la souffrance et le drame absolu. Son histoire est celle d'un destin tragique, une pionnière incomprise, une mère brisée par la mort de son enfant, une icône qui a fini par s'éteindre seule, loin de sa terre natale. Elvina Makarian a tout connu, la gloire sur scène et le plus sobre abysse dans sa vie personnelle. Son suicide en 2012 aurait pu être le point final d'un chapitre douloureux. Mais l'art est parfois plus fort que le destin. Aujourd'hui, grâce à la passion de quelques personnes, sa musique renaît. Des chansons jamais entendues comme un testament vibrant qui nous rappelle que même après le silence, la voix d'une légende ne meurt jamais. L'âme jazzy d'Elvina Makarian va résonner à nouveau aujourd'hui au cœur d'Erevan, faisant revivre la nostalgie de sa voix et la liberté du jazz. Au Club Camille, son album de chansons inédites verra le jour, ouvrant pour la première fois de nouvelles pages de son œuvre. Le nouvel album d'Elvina Makarian inclut 6 chansons inédites interprétées en anglais. Enregistrées il y a des années, mais restées inconnues jusqu'à ce jour, ces œuvres ont pris vie sous la forme d'un disque vinyle. Le disque, né des efforts de Grigor Varamian et Vahan Martyrancian, a renforcé la culture du vinyle en Arménie. L'initiative a été soutenue par Arman Agadjanian, dont la vision et le dévouement donnent une nouvelle vie à l'héritage d'Elvina. Elle a été mon professeur, puis elle est devenue ma sœur, nous étions en contact quotidien. Son humour, ses connaissances, elle pouvait débattre avec vous sur n'importe quel sujet. Elle a été l'une des premières, aux sources de notre jazz arménien, à faire rayonner cet art. Rita Sukiassian, l'auteur des paroles des nouvelles chansons, fait partie des chanceux qui ont côtoyé Elvina. Selon ses mots, elle écoutait la musique, essayait d'imaginer ce que l'artiste voulait dire, avec quel ton et quels sentiments, et écrivait des textes qui, à son avis, exprimaient les propres pensées d'Elvina. Can I just say
En tant que personne, en tant que talent, en tant que créatrice, elle dépasse tout, même le temps. C'est une légende de notre musique et du jazz en général. Je lui dis merci. Merci pour son amitié, merci pour ses œuvres, merci pour le temps qu'elle a passé avec Arman et moi. Les chansons sans paroles conservées dans les archives d'Arman Agajanian sont complétées par Aved Barserian. C'est une sorte de condition non écrite avec Arman. C'est moi qui écris les paroles. Se confronter au génie d'Elvina, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas aborder ces chansons avec une mentalité simpliste et commerciale calibrée pour les tubes. Elle vous force à sortir de votre zone de confort, à lutter contre les carcans, comme elle le faisait et le disait elle-même. Sur la scène du Club Camille, des chanteurs ont fait revivre les œuvres préférées de la star des années 70-80, rendant hommage, à chaque note, à celle qui fut la reine du jazz arménien. Ils soulignent qu'ils aimeraient voir davantage d'événements de ce type en ville. On a longtemps essayé de me convaincre de chanter du Elvina en raison de la ressemblance de nos voix. En réalité, je ne voulais pas mettre l'accent là-dessus. Mais dès que j'ai commencé à interpréter ces chansons, j'ai compris que j'aimais les morceaux old school et qu'il était important pour moi de chanter des titres d'une telle qualité. J'adore Second Amour, que je vais d'ailleurs interpréter ce soir, et je trouve la composition Amour divin magnifique. Ce que je peux dire, c'est que ça parle de liberté musicale, car c'est la première chose qui frappe dans ses chansons et son interprétation. Je l'ai remarqué, elle ne pense pas à la manière dont elle doit chanter à cet instant précis, elle le fait comme elle le sent. Et c'est un trait qui me ressemble beaucoup, car je suis comme ça de nature. Ces chansons les plus connues peuvent avoir une structure musicale très légère et simple, mais à l'intérieur, elles sont d'une grande densité. Il faut écrire avec un niveau de profondeur supplémentaire, parce que dans ce cas, la musique rejette ce qui est plat, elle ne l'accepte pas. Elle adorait raconter des histoires drôles. Et vous savez, elle n'était pas aussi sérieuse que tout le monde le pensait. Quand nous étions attablés avec elle, c'était très agréable. Je pense que dans beaucoup de ces histoires, le thème principal était l'amour. L'amour perdu, l'amour de la patrie, l'amour pour une autre personne. Elvina nous a quittés à l'âge de 56 ans, après le décès de son fils de 28 ans. Arman Agajanian précise que n'en voulait pas à la vie. C'est son regard sur les couleurs de l'existence qui avait changé. Le problème, c'était d'être né au mauvais moment et de promouvoir sa musique à la mauvaise époque. Ce n'est pas que c'était interdit, mais sa musique n'a pas été comprise. À l'époque soviétique, les gens n'étaient pas prêts à écouter une telle musique car tout était fermé. Ce champ d'information n'existait pas. Aujourd'hui, le moment est venu de promouvoir sa musique encore davantage, car avec l'état déformé de notre pop actuel, nous avons plus que jamais besoin de la musique d'Elvina, parce qu'un enfant s'éduque avant tout sur les bases de la musique et de la culture. La musique d'Elvina Makarian a repris vie, ramenant avec elle sa liberté jazzy. D'autres de ses chansons attendent encore dans les archives, prêtes à voir le jour en temps voulu. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 14 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.